Bonjour à toutes. Comment ça va ? Ça va, nous on est ravis d'être là. Et on est ravis que vous ayez répondu à l'appel pour cette conférence. Et on espère que vous allez apprendre des trucs, en tout cas qu'il y aura des déclics. On ne va pas se le cacher, hein, si vous êtes là, c'est parce que quelque part dans votre vie, vous êtes à un tournant, on est d'accord ? Soit vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat, soit vous avez décidé de changer de carrière, vous reconvertir, évoluer un peu plus dans votre carrière, vous avez eu un déclic. Et ce déclic-là, il est bon, mais il faut qu'il s'accompagne d'un autre déclic qui est un déclic financier. Je ne vais pas vous le cacher, c'est génial que vous ayez des rêves, mais les chiffres ne sont pas bons, mesdames. Les calculs ne sont pas bons, Kevina. Les chiffres pour les entrepreneurs, ils sont même inquiétants, voire affligeants. Je vous les donne. 60% des indépendantes se versent un salaire en dessous de 1 500 € par mois, ce qui correspond à 22 voire 24% de moins que leurs collègues masculins. On est à 13,9% d'écart salarial et les chiffres pour la retraite d'écart entre les femmes et les hommes est de 40%. Donc l'idée, c'est de vous dire vigilance. Vous avez décidé de vivre vos rêves, c'est super, on ne peut que vous encourager à le faire. Mais attention, je ne pense pas que vivre vos rêves veut dire et soit synonyme de courir après le moindre sou ou d'être constamment en mode survie. Je m'appelle Insa Felassini, je suis avocate de formation, juriste financier, je suis experte en négociation de rémunération, je suis aussi l'autrice du livre « Haute une citoyenne, reprenez le pouvoir sur votre argent au travail et à la maison ». Je suis la fondatrice avec ma chère Héloïse Boll, puisque je suis co-autrice. Je suis aussi la fondatrice de Ma Juste Valeur. Ma Juste Valeur, c'est un podcast sur la négociation de rémunération qui comptabilise presque 2 millions d'auditrices, qui est à destination des femmes principalement. Je suis aussi la fondatrice de la société de formation en ligne et de coaching éponyme, qui s'appelle aussi donc Ma Juste Valeur. Et donc mon objectif, c'est de former un maximum de femmes à négocier leur rémunération et à être en mesure de gagner leur vie. Vous êtes plus de 5000 femmes à m'avoir fait confiance jusqu'ici. Et depuis les 10 ans que je fais ça, et j'espère que vous, ici, vous en ferez bientôt partie aussi. Bonjour à toutes et à tous, il y a peut-être quelques garçons dans la salle. Je m'appelle Héloïse Boll. J'ai été journaliste dans la presse économique pendant 18 ans et depuis 6 ans maintenant, j'ai fondé Oseille et compagnie. Oseille et compagnie, c'est du conseil aux particuliers et beaucoup aux particulières pour gérer leurs finances personnelles et pour investir leur argent. Je suis conseillère en gestion de patrimoine et c'est aussi des ateliers d'éducation financière parce que on a souvent un gros trou culturel sur ce terrain-là et que c'est pas une fatalité en fait, ça s'apprend, hein, c'est pas très compliqué, c'est à votre portée, il faut juste se donner un petit peu de moyens et de temps pour y arriver. Je suis aussi autrice de plusieurs livres, donc j'ai eu le plaisir de coécrire Haute une citoyenne avec INSAF ici présente et j'ai notamment écrit un livre qui s'appelle Les bons comptes font les bons amants, sur la gestion de l'argent dans le couple et les différents régimes matrimoniaux. Livre que je ne peux que vous conseiller d'acheter quelques mois avant de vous marier ou de vous paxer ou d'offrir à vos filles, à vos collègues qui se marient, etc., avec pas mal de mise en garde. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'Haute une citoyenne et c'est aussi un livre que vous pouvez offrir à vos mères, à vos filles, à vos sœurs, à vos collègues de travail et à vous. Donc voilà. On est parti d'un constat avec INSAF quand on a écrit ce livre, qui est que vraiment tout se passe dans cette société comme si notre argent avait moins de valeur et comptait moins que celui des hommes. Que ce soit pour le gagner ou que ce soit pour l'investir, il y a quand même pas mal de gens encore aujourd'hui dans cette société
qui serait assez satisfait d'une situation dans laquelle on serait encore un peu sous tutelle, où on nous dirait un peu quoi faire, et où si c'est pas nos maris qui nous disent quoi faire, c'est un peu notre père quand même, parfois nos fils, et ça va pas. Donc, il va falloir réagir. Et pour vous donner des exemples concrets dans la vie de tous les jours, vous mettre sous tutelle quand il est question d'argent, ça commence par vous donner plus de travail, mais au même salaire. Vous savez cette fameuse promotion qu'on vous a donnée, mais pour laquelle on vous a dit « fais tes preuves, on verra après pour l'augmentation ». Ça continue aussi avec les écarts de salaire. 13,9% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes dans le secteur privé et le secteur public sur les temps de travail au taux plein. Concrètement, cela signifie que, mesdames, j'espère que vous êtes contentes parce que vous avez cessé de travailler depuis le 8 novembre à 16h48. Donc là, tout ce qu'on fait, j'espère que votre boss vous a dit merci. Et puis, ça continue avec la pénalité maternelle. La pénalité maternelle, c'est qu'à partir du moment où nous devenons mères, nous accédons à la parentalité, nos salaires décrochent. Et malheureusement, ils ne s'envolent pas, ils commencent à coller, mais bien sévère. On a les biais bien attachés à nos salaires qui ne veulent pas ni augmenter ni décoller. Ça, c'est l'effet du salaire et l'effet plancher. On parle très souvent du plafond de verre, un salaire qu'on ne peut pas dépasser, mais on ne parle pas du salaire sur lequel on reste des dizaines d'années, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et donc, c'est pour ça qu'avec Héloïse, on a décidé qu'à un moment donné, il était temps de réagir. Je vais vous donner d'autres exemples de mise sous tutelle un petit peu. Ça peut être le moment où vous allez à la banque pour investir parce que vous avez un peu d'argent et quand même on vous prend un petit peu de haut parce qu'on se dit « Ouh là là, qu'est-ce qu'elle s'y connaît celle-là » Et si vous posez des questions, on va vous répondre, mais quand même, voilà. Je vais parler de ça parce que j'ai eu plusieurs fois la situation à mon bureau et je sais qu'on est dans une région où il y a beaucoup d'entreprises familiales. Il y a des entreprises familiales, malheureusement, dans lesquelles les femmes ne sont pas trop incitées à exercer leur pouvoir actionnarial et où on leur dit « vas-y, donne-moi ton pouvoir », où on les convoque à l'AG à la dernière minute. C'est pas très grave. Finalement, si elles ne savent pas les choses, ça fait rien. Et puis, ça continue dans la sphère privée avec le fait que quand vous avez des enfants, on compare le coût de la garde de l'enfant, pas avec le salaire de votre mari ou de votre compagnon ou de votre compagne, on compare le salaire avec le salaire des femmes. Pourquoi ? Voilà, ça aussi, on se demande, mais c'est comme ça. Et puis, ça continue aussi dans des couples où on met en place, sans y penser, ou parfois de façon très réfléchie, des organisations financières qui vous pénalisent et qui vous entravent dans votre autonomie financière. Et ça, c'est quand même beaucoup plus grave, surtout si en plus, vous vous levez tous les matins pour aller travailler, parce que c'est pas normal. Alors, malheureusement, c'est un peu triste à dire, mais vos intérêts financiers, mesdames, il faut les défendre, parce que personne ne va le faire à votre place. Et il faut les défendre parfois avec les dents et avec les ongles. Et c'est comme ça. Donc je vais laisser Insaf vous donner quelques tips pour négocier vos rémunérations comme des chefs et vos salaires et vos tarifs d'indépendante. Je vais commencer par une petite question et un petit sondage. Combien d'entre vous sont salariés ? Levez la main, s'il vous plaît. Levez la main bien haut, comme ça je vous vois bien. Et combien d'entre vous sont indépendantes, entrepreneurs, qui exercent à leur compte profession libérale ? Super. Maintenant, s'il vous plaît, dites-moi, combien d'entre vous, pour les salariés, combien d'entre vous savent exactement et ont vraiment de la visibilité sur la valeur de leur profil sur le marché du travail ? Toi, tu sais. Tu peux répondre à cette question. D'accord. Mais c'est pour ça, d'accord. Et est-ce que sincèrement, tu penses que si tu avais été dans un autre secteur, tu serais en mesure de répondre à cette question ? D'accord. Ok. Maintenant, ok, merci. Pour les entrepreneurs, est-ce que celles d'entre vous
qui savent exactement quelle est la valeur de leurs prestations, le juste prix de leurs prestations sur le marché du travail. S'il vous plaît, levez la main. Très haut. On en a une. Bravo. Levez la main très très haut. Très haut, s'il vous plaît, n'ayez pas honte, on est entre nous. Celles qui connaissent clairement le juste prix de leurs prestations sur le marché du travail, levez la main, s'il vous plaît. Donc on en a une, on en a une deuxième. Vous êtes combien dans la salle, les filles? Est-ce que vous vous rendez compte, juste là, s'il vous plaît, que dans cette salle composée d'autant de femmes, vous êtes si peu nombreuses à connaître le juste prix de vos compétences, de vos qualifications, de vos diplômes, de votre expertise et de votre expérience sur le marché du travail. Je vous fais une image pour que vous vraiment vous rendiez compte. Si aujourd'hui vous aviez un appartement à mettre en vente, vous auriez le réflexe de vous dire, OK, dans quel secteur géographique je suis, quel est le prix au mètre carré, quelles sont les prestations de mon appartement, quel est le prix plancher en dessous duquel je vais commencer à perdre de l'argent si je le vends en dessous de ce prix-là, quel est le prix à partir duquel je commence à gagner de l'argent, et mon prix idéal, parce que c'est là où vraiment j'ai rentabilisé mon investissement, il est à ce niveau-là. Vous auriez ce réflexe-là, on est d'accord? On est d'accord ou pas? Mais alors pourquoi vous ne l'avez pas sur le marché du travail? La seule différence, c'est que vous vendez vos qualifications, vos diplômes, votre expertise, vos compétences, votre savoir-faire. C'est la seule différence. Et ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas de vous culpabiliser. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la réalité, c'est que l'école vous a appris un métier, mais elle ne vous a pas appris à gagner votre vie. Résultat des courses, vous ne savez pas gagner votre vie. Résultat des courses, on vous a aussi dit en filigrane qu'en plus, si vous demandez un petit peu trop à gagner votre vie, vous n'êtes vraiment pas du tout une fille très bien. Hein. OK pour gagner de l'argent, mais pas trop, hein, sinon tu deviens vénale. On vous a menti. La réalité, c'est que ça ne va pas vous créer des problèmes de demander plus d'argent. Au contraire, comme on vous a dit depuis le départ, ça va vous créer des solutions. Comme je suis ici pour vous donner des solutions, je vais vous donner 2 tips, 2 conseils majeurs. C'est vraiment les conseils majeurs que je donne à tout type de population auquel je parle, que vous soyez entrepreneur, indépendante, profession libérale, salarié, peu importe. Le premier conseil ultime avec lequel vous devez partir en ce qui me concerne, ne travaillez jamais gratuitement. Free is cheap. Vous ne travaillez pas gratuitement. Vous ne travaillez pas contre de la visibilité. Vous n'échangez pas votre travail contre... Vous n'aidez pas tonton Gilbert à faire ce qu'il a à faire gratuitement. Vous ne laissez personne profiter de vous gratuitement. Si vous voulez être sympa et être tonton Gilbert ou vos copains quand vous mettez à votre compte, parce que pour celles qui se mettent à leur compte, vous devez le savoir. Vous avez plein de potes qui, hey, du coup, tu es à ton compte, est-ce que tu peux m'aider à faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ci? Est-ce que tu peux faire ça gratuitement? Vous ne le faites plus. Vous le faites parce que vous êtes généreuse à un prix d'amis. Et vous leur mentionnez le vrai prix de votre prestation en lui disant, bah voilà, normalement je fais payer 100 €, mais pour toi ça va être 70. C'est un exemple. Ça, c'est pour les entrepreneurs. Pour les salariés, déterminez la juste valeur de votre profil sur le marché du travail. Ne travaillez pas gratuitement. Ne vendez pas vos compétences, votre expertise, votre expérience en perdant de l'argent. Vous avez investi du temps et de l'argent pour faire vos études. Ça vous a pas coûté, ça vous a coûté cher, tout ça. Voilà, il faut que vous ayez un retour sur investissement et au minimum que vous n'en perdiez pas. Donc allez découvrir. Pour découvrir la juste valeur de son profil sur le marché, c'est très simple. Je sais que mademoiselle, vous avez dit que c'était compliqué, mais je vous assure, c'est simple. Avec INSAF, c'est toujours simple. Vous avez une méthode que j'ai détaillée dans tout mon travail à travers ma juste valeur qui est aussi dans le livre. C'est la méthode du faisceau d'indices. 3 étapes. 1, on décrocie. C'est quoi le titre de mon poste? Juriste, droit du travail, 4 ans d'expérience. OK, salaire, je tape ça sur Google. J'ai une première fourchette. Deuxième fourchette, j'affine. J'interroge les gens qui font ce même job au même endroit que moi et qui ont à peu près la même expérience que moi. Ça affine encore plus ta fourchette. Troisième étape, j'interroge les acteurs du marché du travail, c'est-à-dire que vous allez toutes prendre le numéro de cette jeune femme qui vous a dit qu'elle était RH et vous allez lui demander de confirmer les fourchettes que vous avez découvertes. Ça, c'est pour les salariés. Là, je vais un petit peu vite, mais tout est détaillé dans le bouquin. Pour les entrepreneurs, c'est pareil. Quelle est la valeur? Quel est le juste prix de votre prestation? Pareil.
je suis coach en nutrition, tarif, vous avez un premier truc. Après, vous affinez en vous disant, mais moi je suis coach en nutrition, mais ma spécificité c'est ça. On affine en demandant aux collègues qui sont aussi coach en nutrition. Et ensuite, si on adapte à la cible et à son public cible. Est-ce que tu es coach en nutrition pour qui? Les étudiants, pour les femmes seniors, parce que tu as une spécialité par rapport à la ménopause? Est-ce que tu vas faire du coaching en entreprise? On adapte à la cible. Encore une fois, je vais vite, mais tout est détaillé dans le bouquin, mais c'est déjà pour vous donner des champs d'action concrets. Ça, c'est la première chose. Mesdames, s'il vous plaît, la première chose que vous devez savoir, c'est combien vaut votre appartement avant de le mettre en vente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à savoir, c'est comment vendre mon appartement. Le savoir-faire, c'est bien. Je suis sûre que vous êtes toutes hyper compétentes dans ce que vous faites. Mais le problème, c'est que vous n'en parlez pas. Vous êtes dans votre coin, vous bossez très fort, très bien, et vous attendez qu'on vous donne une bonne note. Comme à l'école. Spoiler alerte, le monde de l'entreprise, ce n'est pas l'école. C'est un tout autre monde. Donc le savoir-faire, c'est bien, le faire savoir, c'est mieux. Et donc, il va falloir apprendre à faire savoir, à se vendre professionnellement en entreprise. Comment je parle de mon travail, comment je fais du réseautage, comment je m'associe à des gens qui vont me sponsoriser pour pouvoir accéder aux promotions qui me sont jusqu'ici, qui me semblent jusqu'ici inatteignables, etc., etc., etc. Là aussi, je vais un peu vite, mais tout est détaillé dans mon travail et dans notre livre qu'on a écrit avec Héloïse. Quand on est entrepreneur, la vraie question, et vous allez me le dire, mesdames, c'est que la plupart d'entre vous, vous dites « mais moi, je ne sais pas vendre, je suis nulle ». Encore une fois, vous n'êtes pas nul. Vous n'avez pas appris. La vente est une compétence, la négociation est une compétence, la chance est une compétence. Se créer des opportunités, c'est une compétence aussi. Vous n'êtes pas débile, vous avez fait des études, vous êtes des femmes intelligentes, vous êtes en mesure d'apprendre absolument tout. Ce n'est pas une science dessus, vous êtes en mesure d'apprendre à vendre vos compétences. C'est assez facile. Encore une fois, 3 étapes. Avant, pendant, après. Vous me faites chacune un post LinkedIn, une fois par semaine. Le premier post pendant un mois et vous continuez avec ce rythme-là. Premier post, vous parlez de ce que vous faites de l'avant. Le deuxième post, pendant, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et le troisième post, après, avec des témoignages. C'est comme si vous étiez un marchand de courgettes ou de carottes. Vous allez sur le marché s'appelle LinkedIn, les réseaux sociaux, on est dans un monde digital, et vous parlez de vos carottes et de vos courgettes. Et on y va et on n'a pas honte et on met une photo de soi. Et on est fiers, parce que vous êtes fiers de ce que vous faites. Et si vous ne vous sentez toujours pas armé pour le faire, vous prenez une commerciale ou un commercial qui le fait pour vous. Et vous prenez le tarif et le coût de ce commercial, vous le répercutez sur votre tarif global. Voilà. Ça, c'est les 2 conseils majeurs que je vous donnerai. Maintenant, je pense qu'on a parlé de tout l'amont, comment gagner sa vie correctement. Mais une fois qu'on l'a gagné, il faut s'assurer de ne pas passer dans le rouleau compresseur de comment on se fait les poches rapidement. Parce que le patriarcat vous fait les poches. Ça fait un peu froid dans le dos, mais si vous n'y faites pas attention, il y a malheureusement plein d'exemples sociétaux, en fait, de situations dans lesquelles vous enrichissez une partie de la population masculine, pas nécessairement avec une envie de la part de la population masculine de vous faire les poches, hein, mais il y a quand même un certain nombre de sujets un peu systémiques. Je pense notamment à la fiscalité, mais j'y reviendrai pas aujourd'hui, qui font que les cadeaux se font plutôt à votre détriment qu'à votre profit. Le premier conseil, moi, que j'aurais à vous donner sur la sphère privée, si vous êtes à votre compte, et ça va vous paraître un peu comme vous paraître une évidence, et pour certaines, ça va pas vous faire plaisir, mais je vous en supplie, réfléchissez-y. Payez-vous. Il y en a combien ici parmi les experts, les indépendantes à qui leur expert comptable a dit « Ne vous payez pas, vous ne payerez pas de cotisation et vous ne payerez pas d'impôts. Faites des frais. » Vous êtes combien ici à avoir entendu ça? C'est pas beaucoup, je suis plutôt rassurée. Mais les femmes à qui on a dit « Faites des frais et ne vous payez pas », je les vois défiler dans mon bureau. Et bien quand on fait ça, en fait, quand on ne se paye pas et qu'on fait des frais, on ne cotise pas pour sa retraite. Je vous le refais, les 40% de retraite en moins que les hommes.
on n'a pas de feuille de paye ou de rémunération correcte à montrer à son banquier ou à sa banquière, comment vous allez faire pour avoir un emprunt immobilier dans 3 ans, dans 4 ans, si vous ne vous payez pas? Et dernière chose, sans rémunération, sans feuille d'impôt, avec du vrai argent à votre nom sous votre numéro fiscal, comment vous allez faire si vous avez besoin de vous tirer de chez vous à l'arrache parce que ça ne se passe plus bien du tout et de prendre une location? Comment les bailleurs vont-ils regarder votre dossier? Alors, je vous en supplie, si vous passez à votre compte, faites en sorte, rapidement, de vous payer le plus vite possible. Vous n'êtes pas obligé de commencer à vous payer tout de suite, évidemment. Quand on lance une activité, les premiers mois, les premières années, il faut investir. Mais donnez-vous une deadline. Dites-vous, à partir de tel moment, si j'arrive pas à me payer correctement et à payer mes cotisations, eh ben, c'est que ça ne pouvait pas marcher et je reprends un job salarié. C'est pas un échec. L'échec, ça serait que l'entrepreneuriat vous appauvrisse sur le long terme. Vous n'êtes pas là pour vous appauvrir. Le deuxième conseil que je vais vous donner, et ça va probablement parler à un grand nombre d'entre vous aussi, notamment celles qui ont procréé dans leur vie, c'est arrêter de vous faire sucer le sang. Ça vous parle? Les gens qui abusent de votre argent, mais surtout les gens qui abusent de votre temps, parce que vous allez toujours vous faire attendrir et vous allez toujours avoir mieux à faire que de travailler. Si vous donnez trop de temps, vous vous dépouillez de votre pouvoir économique. Le temps, c'est aussi le temps où vous travaillez et où vous gagnez de l'argent. Ne donnez pas votre temps aveuglément. C'est vraiment très contrariant. On va vous le faire payer, on va vous le reprocher. Soyez ferme, c'est important. Le troisième conseil, j'en ai déjà parlé, mais en fait, attention à votre organisation financière de couple. Si vous êtes dans un régime séparatiste, et que vous payez toutes les courses à la maison et le loyer pour l'appartement qui en fait sert à payer le crédit immobilier qui est souscrit par votre beau-père, eh ben vous allez aider votre beau-père et votre mari à faire un bel investissement immobilier sur lequel vous n'aurez pas un euro. Exemple vécu, hein, enfin vu, pas vécu, mais attention, y a des organisations financières de couple qui sont extrêmement perverses, on ne comprend pas, on n'arrive pas à les lire et on se retrouve sans rien. Donc en fait, quand vous travaillez, faites en sorte que le salaire que vous mettez de côté ou que vous utilisez pour payer un loyer ou un crédit, il y en ait au moins une partie qui vous revienne. Réfléchissez à ça et comprenez votre régime matrimonial aussi, ça peut aider. Un autre conseil, et là c'est une alerte en fait, je vois que vous avez des âges très divers, mais il y a une menace particulière qui rôde et qui plane sur les femmes qui ont entre 35 et 50 ans. Cette menace, ça s'appelle le trou noir financier. C'est-à-dire que c'est un âge dans votre vie où vous avez toujours mieux à faire que de vous occuper de vos finances. Il y a une varicelle à soigner, il y a un petit dernier à aller chercher, il y a un conseil de discipline parce que vous avez un grand qui a fait n'importe quoi, il y a un mari ou un compagnon à suivre ici ou là. Et votre sécurité financière passe au dernier plan et votre culture financière passe aussi au dernier plan parce que c'est le moment où vous décrochez, vous lâchez l'affaire. Cette période-là, il faut l'éviter à tout prix. Votre sécurité financière et votre culture financière, ça compte quasiment plus que tout le reste. Ne l'oubliez pas, ne la négligez pas. Vous n'êtes pas obligé d'y passer 8 heures par semaine, 5 minutes ou 2 minutes par jour suffisent. C'est des petites doses, surveillez vos comptes, comprenez et faites votre déclaration d'impôt si vous êtes à deux. Ne déléguez pas vos finances. Si vous pensez que la personne avec laquelle vous vivez est plus compétente que vous, vous vous trompez. Croyez-moi. Et même si cette personne travaille aux impôts, est conseillère en gestion de patrimoine ou directeur financier, vous vous trompez, vraiment. Alors, ça va paraître une évidence aussi. Pensez au budget.
Voilà. Combien vous gagnez, combien vous dépensez, combien vous pouvez vraiment dépenser sans vous mettre dans la panade. Et puisque je suis en train de vous parler de chiffres, je vais vous mettre en garde contre un travers qu'on trouve chez beaucoup de jeunes entrepreneuses, c'est-à-dire de femmes qui viennent de se lancer, quel que soit leur âge. C'est une peur panique des chiffres et une angoisse de s'y mettre, et donc une facilité à se dire moi je vais rester en micro, comme ça j'ai pas besoin de faire de compta. Il y en a par ici qui se sentent concernés par cette petite phrase. Vous montez une boîte, vous montez une activité perso, faites une formation compta. Je sais, vous m'aimez pas de vous dire ça, mais vous allez gagner un temps fou, vraiment. Enfin, quand vous investissez, investissez pour le court terme. N'écoutez pas les gens qui vous disent « Quoi, tu laisses dormir l'argent sur ton livret A ?» Votre livret A, vous en avez besoin. Votre épargne de précaution, si vous êtes à votre compte, vous en avez encore plus besoin que les autres. Parce que vous allez avoir des années où les clients vous payent en retard, vous allez avoir des années sans clients, et vous allez avoir des clients qui mettent la clé sous la porte et qui ne vous payeront jamais. Donc votre épargne de précaution, même si Jean-Claude vous dit ça sert à rien, tu perds de l'argent, elle est fondamentale, ne la négligez pas. Regardez l'épargne de précaution de vos copines salariées et doublez-la. Voilà. Et puis, si vous voulez investir à long terme, et j'espère que vous pourrez toutes le faire et que vous aurez toute l'envie d'investir à long terme à un moment, sachez où vous allez, comprenez ce que vous faites, donnez-vous des objectifs. Je vais vous donner un petit chiffre. Une femme qui part à la retraite aujourd'hui, qui a 330 000 € sur ses comptes, peut espérer avoir à peu près 1 000 € de complément mensuel de revenus. Avant cotisation, 900 € net. Ça veut dire que si vous voulez 900 € net mensuels supplémentaires, c'est vraiment un ordre de grandeur, hein, il vous faut 330 000 € de côté au moment de votre retraite. Ça veut dire qu'il va falloir que vous épargniez beaucoup, d'une façon ou d'une autre. Il y a plein de choses à faire, hein. Il y a l'immobilier, il y a les contrats d'assurance vie, il y a plein de solutions, mais ça veut dire qu'il ne va pas falloir mollir. Et puis dernière chose, puisqu'on parle de chiffres et puisqu'on parle de femmes intéressées ou en tout cas qui ont besoin de défendre leurs intérêts, comptez tout le temps, n'arrêtez jamais de compter. À chaque fois que vous prenez une décision, que vous passez au 4/5e, que vous changez de job, que vous montez une boîte, que vous suivez votre mec à droite à gauche, que vous arrêtez de travailler parce que vous êtes au bout du rouleau, et ça peut arriver, comptez, sachez combien ça vous coûte et combien vous gagnez, et faites la balance. Et si vraiment vous êtes obligé de partir, obligé d'arrêter et de faire des sacrifices financiers, eh bien réclamez des contreparties et n'attendez pas la fin pour les réclamer. Les contreparties, réclamez-les avant d'accepter les sacrifices. Voilà. Désolée, c'est un peu rabat-joie, mais c'est très important. Alors évidemment, moi je ne te trouve pas du tout rabat-joie, Héloïse. Évidemment, on sait que c'est délicat de parler de ce sujet. On le sait, hein. Nous le savons, vous le savez, et nous on le sait d'autant plus parce qu'on est toujours amené au fait qu'on nous dit « mais les meufs, vous êtes vénales ». Et on sait que vous aussi, quelquefois, vous n'avez pas envie de casser l'ambiance. Vous n'avez pas envie de casser l'ambiance à ce dîner de famille. Vous n'avez pas envie de casser l'ambiance de ce dîner en amoureux que vous avez fait avec votre mec avant de vouloir lui annoncer qu'en fait, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir votre taux d'impôt personnalisé. Vous n'avez pas envie de casser l'ambiance avec votre boss, avec qui vous avez consumé autant d'énergie à construire cette relation de confiance pour lui demander une augmentation et qui vous voit comme une nana difficile. Vous n'avez pas envie de casser l'ambiance avec votre client que vous aimez bien, mais à qui vous allez lui dire bah, « écoute mec, je suis désolée, mais là je suis obligée d'augmenter mes tarifs ». Parce qu'en fait, ne serait-ce que pour prendre en compte le niveau de l'inflation, je suis obligée de les prendre, d'augmenter de 10%. Donc on sait que vous ne voulez pas être la chieuse de service. Et nous aussi, aujourd'hui, on n'a pas envie d'être les chieuses de service. On n'a pas envie de vous culpabiliser, on n'a pas envie de vous juger, on ne le juge absolument pas. On a juste envie de vous dire, les filles, c'est important. C'est important de vous occuper de vous. Défendez votre juste valeur au travail et à la maison. Défendez vos intérêts. Parce qu'en fait, on vous a fait croire jusqu'ici qu'une femme qui défendait ses intérêts, c'était un peu une connasse, on va le dire. Vraiment, je pèse mes mots. Une femme qui veut gagner de l'argent, c'est un peu une connasse. Qu'en fait, il est préférable pour vous
d'être la déesse sacrificielle qui fait plaisir à tout le monde et qu'au final, Princesse Sarah, elle est beaucoup plus sympa que Lavinia, on est d'accord? Mais dans la vraie vie, Princesse Sarah, elle serait morte d'une pneumonie sous un pont. Mesdames, vous n'avez aucun milliardaire qui va venir vous sauver la vie. C'est vous, le milliardaire, qui allez sauver votre propre vie. Et je sais qu'aussi, vous n'avez pas envie d'être cette connasse cruelle-là, qui marche sur la tête de tout le monde pour arriver à ses fins. Et on n'est pas ça, Héloïse et moi. On n'est pas en train de vous dire « devenez Cruella ». Mais on ne veut pas que vous deveniez Princesse Sarah. On est convaincus qu'il y a... on est convaincus qu'il y a un chemin médian, quelque chose d'équilibré, dans lequel vous n'êtes pas la serpillière de service sur lequel tout le monde essuie vos pieds, mais vous n'êtes pas non plus une énorme connasse. Je leur ai dit plusieurs fois ce mot-là. Vous êtes juste une femme qui défend ses intérêts, et si ça veut dire déplaire, eh ben c'est ok. On est toujours la connasse de quelqu'un. Et si ça veut dire décevoir, c'est ok. On est toujours aussi la connasse de quelqu'un. Voilà, je l'aurais vraiment dit. Ça ne va pas vous faire plaisir, ces termes qu'on maniera parfois en parlant de vous, parce que vous défendez vos intérêts. Ça ne fait pas non plus plaisir à la société de voir des femmes qui défendent leurs intérêts et qui revendiquent leur juste place dans la société et dans la sphère financière. Et il va falloir que la société s'y fasse. On ne veut pas rester éternellement des variables d'ajustement, en fait. Vous ne pouvez pas être le salaire d'appoint. Vous ne pouvez pas être la variable d'ajustement fiscal de votre foyer. Quand on vous dit « Oh, écoute, à ce tarif-là, franchement, si c'est pour payer autant d'impôts, vaut mieux pas que tu reprennes un boulot à plein temps. » Et toutes ces choses-là, non, vous n'êtes pas une variable d'ajustement financière. Et donc, la société ne peut pas compter sur les femmes comme si elles étaient la variable d'ajustement financière à tous les niveaux. Donc, sortez de cette posture de la variable d'ajustement, parce que vous allez toujours trouver des gens pour vous dire que ça les arrange pas, hein, parce que vous travaillez trop, vous vous occupez moins des enfants, vous vous occupez moins de la maison, ils ont José à augmenter, voilà, et donc ça les arrange pas de vous augmenter vous. Il y a toujours des tas de prétextes pour que vous ne revendiquiez pas vos intérêts. Eh bien, continuez à revendiquer vos intérêts et à les défendre. Ne soyez plus les variables d'ajustement. Dites-vous que c'est de l'ordre de la survie et que c'est très, très important. Et en fait, c'est pas José d'abord, les enfants d'abord, mon mari d'abord et la société d'abord. Changez d'ordre. C'est moi d'abord. C'est vous d'abord. Voilà. Pensez à vos sous. En gros, ce qu'on veut vous dire, c'est aux thunes citoyennes. On est d'accord ? Donc aux thunes citoyennes. Voilà. Aux thunes. Est-ce qu'on a un peu de temps pour les questions ? Donc il y a un micro bondissant. Ah, trop drôle. J'ai jamais vu ça. Mais non, mais c'est pas grave. Bonjour Valérie. Moi j'avais une question par rapport aux métiers justement qui sont plutôt féminins. Moi je viens du milieu textile du Nord, donc où il y a énormément de femmes qui travaillent. Et pour l'avoir vécu et demander des augmentations, on répond souvent que déjà le salaire est individualisé. Donc c'est très difficile de savoir ce qu'on vaut par rapport à ses collègues. Et en plus on sait très bien que le salaire est inférieur par rapport à un marché masculin du bricolage, de l'automobile ou de ce que vous voulez. Donc comment exercer son pouvoir à ce moment-là ? Est-ce que vous avez des tips ou est-ce que c'est quand même une sorte, pas de fatalité, mais c'est quelque chose qu'il faut dont on doit tenir compte pour moi. Tu t'appelles Valérie, c'est ça ? Oui. Merci beaucoup Valérie pour cette question, parce qu'elle est hyper pertinente. Elle est très pertinente et en fait, elle touche vraiment à la réalité du terrain. Je comprends parfaitement que tu puisses te dire, ok, elle est là, elle est sur scène, elle me dit que je peux négocier, etc. Mais en réalité, c'est hyper dur parce que moi, on me renvoie toujours dans mes filets. En fait, Valérie, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que la négociation, c'est comme parler un langage dans un pays étranger. Si tu vas en Suède et que tu ne parles pas suédois, tu pourras te rouler par terre, tu pourras crier si tu veux, tu pourras continuer à parler, tu pourras parler anglais si tu veux. On va peut-être te comprendre un petit peu, mais on ne te comprendra pas. La réalité, elle est celle-ci, Valérie.
Le monde du travail et le monde de l'entreprise en particulier a été créé par les hommes, pour les hommes, à destination des hommes. Nous, les femmes, nous n'avons pas été prises en compte quand ils ont créé le monde du travail. Nous avons été prises en compte comme variable d'ajustement et comme main-d'œuvre peu chère ou bon marché. Et c'est pour ça qu'on voit les inégalités salariales. C'est qu'à la base, ça part de là. On part du principe que parce que tu es une femme, on va pouvoir gagner de l'argent sur toi. C'est pour ça que je dis ne travaillez jamais gratuitement. Ça, c'est un fait. On travaille très dur avec Héloïse et plein d'autres femmes pour changer ce paradigme-là, mais la réalité, c'est que la norme, c'est ça. La norme, c'est pas l'égalité. La norme, c'est l'inégalité. Pour arriver à l'égalité, il faut un effort de la société et 3 efforts de ta part. Donc quand on est dans une situation comme ça qui est aussi complexe, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de jouer le jeu mieux qu'eux. Jouer le jeu mieux qu'eux, ça veut dire, tu détermines exactement ce que tu vaux. C'est quoi la valeur de ce que tu fais dans cette entreprise et combien d'argent tu lui rapportes. Et tu me disais, c'est compliqué de savoir, etc. Franchement, ça aussi, c'est un conditionnement. Franchement, c'est un conditionnement. On vous a fait croire que c'était compliqué de trouver le juste prix de ses compétences sur le marché. Que nenni! En 3 coups de cuillère à peau en 2 heures de temps, je le fais pour n'importe qui. Vraiment. Bon, allez, peut-être des fois en 3 heures de temps. Mais si tu t'y mets bien correctement, tu peux le faire vraiment. Il y a juste 3 étapes, et c'est pour ça que moi je l'ai appelé la méthode du faisceau d'indices. Parce qu'en fait, j'ai vécu une expérience d'inégalité salariale. Et moi aussi, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce bordel? Je peux trouver comment calculer, déterminer le prix de vente de l'or. Je sais du plomb, du charbon, d'une baguette de pain, d'un bien immobilier, mais cette opacité, elle n'est présente que sur le marché du travail. Comment ça se fait? Donc je me suis dit, c'est pas possible, on peut valoriser les compétences, c'est un produit, c'est quelque chose que tu vends, il est juste immatériel. Donc on peut le valoriser, on va prendre les techniques de valorisation qu'on utilise dans la finance. Je suis juriste financier à la base, c'est comme ça que je les ai pris et que j'ai créé la méthode Ma Juste Valeur avec mes techniques de négociation contractuelle. Donc tu as 3 étapes, je les ai détaillées hyper rapidement tout à l'heure, parce que je ne peux pas y rester trop longtemps. Mais encore une fois, saison 1 du podcast Ma Juste Valeur, c'est gratuit, vas-y, fais-toi plaisir. Le livre Au-dessus une citoyenne, c'est pas gratuit, mais c'est le meilleur 19,90 € que tu pourras avoir investi dans ta vie. Crois-moi, tu as tout. Je te prends par la main, je te montre les emails à envoyer, les verbatims, les scripts à donner. Vraiment, sincèrement, et c'est pas parce que c'est mon bouquin, hein, et c'est notre bouquin et j'en suis hyper fière, mais c'est vraiment un outil pratique pour t'aider à négocier ton salaire. Et si vraiment après tout ça, tu as du mal, tu viens me voir. On travaille ensemble. Je suis là pour ça. Donc ça, c'est pour la question de déterminer son juste prix, son juste salaire. Ensuite, quand tu vas demander quelque chose, moi, il y a un truc qui m'exaspère, c'est quand on dit « mais les filles, vous n'êtes pas audacieuses, vous n'allez pas demander ». Putain, mais c'est pas vrai. On demande tous les jours. Et tous les jours, on nous dit non. Parce que nous, quand on est une femme et qu'on demande, on lui dit « Eh, dis donc, Micheline, tu te détends, c'est pas les suffragettes, là. Je te signale que j'étais vraiment bien payée, hein. Par rapport au reste. Ah ouais, c'est quoi le reste? Tu me fais voir les chiffres, s'il te plaît? Parce que moi, je suis pas certaine d'être mieux payée que Michel, ou au moins payée comme Michel. Donc, en fait, il y a tout un phrasé, un verbatim à avoir. C'est pour ça que moi, je te dis dans Ma Juste Valeur, et tu le trouveras encore une fois dans tout mon travail, que ce soit le podcast, le bouquin, mes formations, mon coaching, d'apprendre à demander pour obtenir. Parce qu'à un moment donné, quand tu demandes les choses avec le langage de l'entreprise, s'ils ne te le donnent pas, c'est qu'ils n'ont jamais eu envie de te le donner. Et ça veut dire, bon, peut-être c'est le moment pour moi de partir. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Avec INSEF, on est porte-parole du hashtag 8 novembre 16h48. Et Rebecca Amselem, qui est la fondatrice des Glorieuses, qui fait un travail de veille en fait, sur tous ces sujets d'égalité salariale et d'inégalité salariale dans le monde, a cette année fait un focus sur quelque chose qui s'est passé en Nouvelle-Zélande en 2020, parce que effectivement il y a ton travail à toi, Valérie, pour aller réclamer avec les bons arguments et faire valoir un certain nombre d'arguments, mais il y a quand même une réalité aussi qui est que malheureusement les secteurs très féminisés sont souvent beaucoup moins bien rémunérés que les secteurs masculins. Et donc Rebecca Amselem a fait un focus sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. C'est très récent, ça date de 2020. En 2020, les pouvoirs publics ont décidé que pour les fonctionnaires, en fait, ils allaient faire une liste des
des compétences et surtout du niveau de qualification. Et ils ont dit, il n'y a aucune raison pour que dans la fonction publique, à niveau de qualification équivalent, il n'y ait pas les mêmes rémunérations. Et donc l'exemple typique qui a été donné, c'est qu'il n'y a absolument aucune raison qu'une sage-femme soit moins payée qu'un officier de police. Et donc on a commencé à comparer un petit peu les niveaux de qualification des uns et des autres, et on a aligné les salaires des fonctionnaires femmes qui avaient les qualifications équivalentes et ancienneté équivalente à celles des hommes dans des secteurs qui n'étaient pas du tout équivalents. Pourquoi ton histoire me fait penser à ça? C'est parce que toi, tu fais la comparaison entre le secteur textile et le secteur du bricolage. Et probablement, alors je ne connais pas les marges de ces deux secteurs, mais probablement, dans les arguments, il y a quelque chose de l'ordre d'un vendeur en bricolage ou une vendeuse en textile, ou un fabricant d'outils de bricolage et une fabricante d'outils en textile, ont probablement à peu près le même niveau de qualification, et ça peut aussi faire partie des arguments. Maintenant, c'est pas tout à fait ma partie, la négo salariale. Peut-être qu'effectivement, tu pourras pas tout faire toute seule et qu'il faudra quelques années aussi pour que les secteurs s'ajustent et pour qu'on finisse par dire il n'y a absolument pas de raison que les secteurs économiques majoritairement féminins souffrent d'une rémunération bien moindre. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais rajouter, que vous ne savez peut-être pas, celles qui sont salariées. Tu as un truc qui est très puissant, qui s'appelle la transparence des salaires. Aujourd'hui, tu es en droit d'aller voir ta RH et de lui demander de te prouver que tu n'es pas moins rémunéré que, disons, Jean-Michel. La difficulté avec cette démarche, c'est que si tu le fais, tu vas être identifié comme quelqu'un peut-être de difficile, tu vas leur faire peur, parce qu'ils vont penser que tu es peut-être quelqu'un qui va leur apporter un contentieux prud'homal, etc., etc. Donc même si tu as envie de le faire, tu te dis, bon, j'ai trop à perdre qu'à y gagner, finalement, ce job, j'en ai besoin, bon, je vais m'accommoder, on verra après. Mais en 2026, il y a une directive européenne qui arrive. Et la France sera obligée elle sera obligée de la transposer. Cette directive européenne, elle impose la transparence des salaires. Ça veut dire que les entreprises vont être obligées de publier les salaires de tout le monde. Donc tout le monde va être à poil. On va voir qui c'est qui est bikini ready. C'est très bien. Et là, ça va être puissant. Parce qu'à partir de là, tu ne seras plus considéré comme quelqu'un de difficile. Tu seras dans ton bon droit. Désolée, on parle beaucoup. Merci. Directive européenne, transparence des salaires, 2026, mesdames, moi je serai là. Merci. Bon, déjà, un immense merci à toutes les deux. Moi, ça fait longtemps que je suis vos travaux respectifs, donc merci. J'ai une remarque et une question. La première remarque, c'est que... Pardon, désolée pour ça. Je conseille à toutes de s'entourer d'autres femmes qui osent parler d'argent. J'ai 2 exemples rapides. Quand j'étais salariée, j'ai donné mon salaire à toutes mes copines de ma boîte. Il y en avait une notamment qui était complètement sous-payée. Donc après, je lui ai fait un petit training de négo parce que souvenez-vous que si vous voulez, vous pouvez en négociation salariale faire comme si vous négociez pour quelqu'un d'autre. Parfois, ça marche très bien. Vous imaginez que vous négociez pour votre meilleur pote, tout de suite, c'est plus simple. Tellement d'accord. Non mais c'est vrai, et cette même amie, on a essayé aussi de lui faire apprendre la théorie des grands chiffres, c'est-à-dire de dire des chiffres qui semblent hallucinants. Et pour la petite anecdote, elle a ensuite quitté la PME pour aller dans un grand groupe. On avait tout essayé pour lui faire des grands chiffres. Elle a donné son grand chiffre dans un grand groupe qui lui a dit ça va pas être possible parce que c'est en dessous de nos grilles salariales. Donc on va devoir vous donner plus. Donc habitez-vous à vraiment grand parce que c'est peut-être trop petit. Et rapidement, pour la deuxième anecdote, moi, depuis que je suis indépendante, j'ai travaillé avec plein de personnes différentes. Et c'est notamment une autre jeune femme qui m'a donné un taux horaire que j'avais jamais eu et que j'aurais jamais osé demander. Donc, j'ai même pas eu à négocier. Et ensuite, la question qui est peut-être plus pour Héloïse. Moi, ça fait maintenant quelques mois où j'essaye de vraiment travailler tout ce qui est investissement. Je trouve que c'est pas simple. Vous parliez d'experts comptables, vous parliez de CGP, conseiller de gestion de patrimoine. Voilà. C'est quoi le faisceau des métiers qu'on doit connaître et vers lesquels on doit aller? Est-ce que vous avez des conseils pour des premiers pas vers ces métiers? Moi, si je peux me permettre, j'en ai un. Je sais que la question était pour Héloïse, mais je me permets. Déjà, j'ai envie de te dire merci, parce que ce que tu as fait, c'est hyper précieux. Et franchement, s'il vous plaît, en fait, en réalité, c'est ça qu'il faut faire.
venir et entendre des femmes comme nous, écouter ce qu'on fait, suivre nos travaux, etc., c'est top. Mais le truc le plus puissant que vous allez pouvoir faire, c'est partager vos tarifs, c'est partager vos salaires, c'est booster vos copines. Voilà, c'est ça que vous allez pouvoir faire et c'est ça qui est le plus puissant. On a tendance à aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà. La première chose et le premier conseil que je te donnerais, c'est déjà essaye de comprendre. Et pour comprendre, va voir Héloïse. Non, mais il y a des... Héloïse ou quelqu'un d'autre, en vrai. Héloïse, elle est là, je l'adore, évidemment. Mais en fait, il y a des ateliers où on t'apprend les impôts. On va pas t'apprendre la compta, comment faire... On t'apprend à faire un budget. On te donne le b.a.-ba pour pouvoir ensuite être en mesure de comprendre quand ton avocat il te parle, plutôt quand il te raconte un peu M1, d'accord ? Je vais essayer de ne pas être stigmatisée comme la fille qui est vulgaire. Mais voilà, quand il te dit n'importe quoi, mais comme il te le dit avec un bon jargon, tu as l'impression qu'il est intelligent. Quand ton notaire te parle, tu pourras comprendre. Quand ton banquier te parle, tu pourras comprendre. Et quand Valentin, qui est spécialisé en crypto, veut te vendre ses formations ou un truc, tu pourras comprendre aussi. Voilà, ça c'est mon petit conseil à moi. Mais Héloïse, vas-y, tu es plus à même. Alors sur le faisceau des professionnels que tu dois connaître, c'est ça, hein, j'ai bien compris Alors, la première chose, c'est quand même qu'aujourd'hui, on a cet outil assez magique sur lequel tu es assez présente, Mathilde, qui s'appelle Instagram. Et que sur Instagram, il y a plein de comptes avec beaucoup d'infos. Alors, je vais évidemment faire la promo du compte Oseille et compagnie, hein, ne vous privez pas. Le compte de mon budget bento, qui est absolument formidable. En plus, cette fille est drôle, mais bon, bref. Voilà. Et... c'est pas mal. Il y a un compte qui est très bien pour les entrepreneurs, dont j'ai oublié le nom, que je retrouverai, que j'essaierai de vous faire passer peut-être en story sur Instagram ces jours-ci, qui est vachement bien fichu. Et puis sinon, moi, je suis assez pour les petites formations courtes, mais dans lesquelles on rentre dans le dur. Compta, ça peut durer 3-4 jours. Les ateliers d'Oseille et compagnie, je fais des ateliers qui durent une journée entière. Le soir, vous êtes fracassés, mais vous avez les bases. Je fais aussi des ateliers en ligne avec 5 sessions. Enfin, voilà. Il y a un certain nombre de choses pour se former, parce que c'est une petite marche qui est un peu haute, mais en fait, une journée ou deux de formation, ça vous allège votre sentiment d'être perdu dans cet univers-là. Et vraiment, enfin, je pense notamment à la compta, vraiment, ça, c'est pas du tout ma partie, mais c'est vraiment, on gagne tellement de temps à faire ça. Et ensuite, il y a effectivement alors des conseillers en gestion de patrimoine, ceux qui travaillent de façon traditionnelle, souvent, malheureusement, ont besoin que vous ayez une surface financière un peu importante. C'est pour ça que j'ai créé Oseille et compagnie il y a quelques années, parce que je voulais m'adresser à des gens qui n'avaient pas spécialement beaucoup d'argent sur leur compte. Mais il y a quelques professionnels qui travaillent comme je fais aujourd'hui. Moi, on paye le rendez-vous. Je ne vais pas garder de pourcentage sur ce que vous placez, donc... Finalement, ça veut dire que quand tu as une question sur comment tu fais pour acheter un appart, et à partir de quel moment tu peux te lancer, je fais ce genre de conseils. Et voilà. Et puis, alors, de temps en temps, la banque, il y a une banquière qui est hyper bien, hyper sympa, Le problème, c'est qu'on ne sait jamais. Mais de temps en temps, il y a quand même des banquières ouf. Moi, j'adore pouvoir dire à mes clientes, non, mais ce que vous avez proposé de votre banquière, en fait, c'est déjà vachement bien et elle a été super smart. Et puis après, faut parfois écouter ses copines ou pas. C'est un peu la difficulté. Et j'aurais tendance à dire quand même un peu moins les gens qui ont tendance à étaler leur science, parce que quand même, Jean-Claude, conseiller financier de la machine à café, il peut faire beaucoup de dégâts. Et pour moi, qui ne suis pas du tout dans l'aspect finance personnelle, il y a deux choses. Quand j'ai monté ma boîte, je me suis entourée d'une très bonne experte comptable et d'un très bon avocat, une très bonne avocate. Pourquoi ? Parce qu'un expert comptable, il va pouvoir jouer entre guillemets avec tes comptes, mais pour le meilleur.
Et puis vraiment, il va pouvoir t'aider dans tout ce qui est optimisation, etc., te donner des bonnes idées, etc. Et puis une bonne avocate ou un bon avocat, parce qu'elle va te dire, là, il faut passer un cap supérieur. Là, ton statut n'est pas bon. Je vais te donner un exemple. Quand tu es en SAS, donc tu es société associée unique, et que tu tombes enceinte, tu as le droit d'avoir un congé maternité. Et ton congé maternité est un congé maternité comme si tu étais salarié de ton entreprise. Ce n'est pas toujours le cas si tu as un autre statut. C'est des petites subtilités comme ça qui, quand tu as un bon avocat et quand tu as une bonne avocate, on va féminiser tout ça, et une bonne experte comptable, ça va te permettre de faire la différence. Et vraiment, des bonnes copines qui savent. Et après, c'est toi qui fais ta vie. On a plein d'adresses, Mathilde. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a plein de rendez-vous à prendre. Merci. On a plein d'adresses. Une dernière question, peut-être ? Sinon, on ne fait pas de dernière question et puis on fait une belle photo tout ensemble. Ouais. Et on crie on au thune.